Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine Faisons le point. Aujourd'hui, nous posons une question simple mais très essentielle. L'État congolais est-il à la hauteur des urgences sociales et économiques du pays? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Malgré les promesses récentes du gouvernement, la réalité sur le terrain est implacable. Le peuple congolais souffre. Chômage excessif, accès difficile aux soins de santé, écoles délabrées, les routes sont délabrées, les embouteillages, insécurité persistante, le pouvoir d'achat en chute libre. Pendant ce temps, le régime en place communique, célèbre, promet, mais les résultats concrets ne se font très rares et sont toujours attendus. Alors, qui doit rendre le compte à la population? Qu'est fait réellement le pouvoir pour changer cela? C'est ça un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui avec mon invité qui est ici présent. Donc, pour en parler, je reçois aujourd'hui pour vous Maître Jean-Ric Kazadi-Mwamba, président de la dynamique Jean-Ric Kazadi-Mwamba, mais également représentant légal de la plateforme internationale pour la protection de l'environnement RAP en cycle. Donc, avec lui, nous allons essayer de comprendre où en est réellement la République démocratique du Congo sur le plan social et économique, sur le pouvoir actuel, le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient-il ses engagements et ses promesses? Existe-t-il encore aujourd'hui de nos jours une véritable volonté de transformation ou sommes-nous face à un système figé? Donc, messieurs et dames, installez-vous confortablement devant vos écrans. Votre magazine Faisons le point, c'est maintenant. Entre promesses et réalité, l'État congolais face aux urgences sociales et économiques. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce un problème de volonté politique, de corruption, de compétences ou encore de mauvaise foi? Je reçois pour vous aujourd'hui Maître Jean-Ric Kazadi-Mwamba, comme je l'ai dit précédemment, président de la dynamique Jean-Ric Kazadi-Mwamba. Bonjour Maître Jean-Ric. Bonjour Monsieur Joy Massanka. Comment vous allez? Très bien. De nouvelles? On en dira en pleine émission. Ah bon voilà, c'est avec une joie immense que je reçois pour vous Maître Jean-Ric Kazadi-Mwamba. On va essayer de parler de plusieurs sujets. Mais avant tout, on va commencer par le passé de Maître Jean-Ric Kazadi-Mwamba. Je vous rappelle que pendant les élections de 2023, Maître Jean-Ric Kazadi-Mwamba était candidat pour la députation provinciale dans la province de Kasaï. Précisément Kananga, c'est ça? Bien Kananga sûr. ville. Bien sûr. Non, il était candidat député national, mais malheureusement, il n'a pas réussi à valider son ticket. On veut savoir qu'est-ce qui a bloqué Maître Jean-Ric Kazadi-Mwamba. Est-ce un problème d'organisation? N'était-il pas encore prêt pour affronter tout cela? On ne sait pas. On se pose la question. Vu qu'il est sur place ici avec nous, il va essayer de nous en dire encore plus. Qu'est-ce qui a fait que Maître Jean-Ric Kazadi-Mwamba puisse échouer avec toute cette popularité que vous aviez là-bas dans votre province natale? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ces précieux plateaux. Déjà, une petite rectification. Faut dire, j'étais candidat aux élections de 2023 au niveau provincial dans la province du Kasaï central, dans la circonscription électorale de Kananga ville. Ça n'a pas été un succès, manque d'organisation et tout, je dirais non. Que dire? Les élections ne sont pas seulement ce à quoi on s'attendait. Il y a eu plusieurs réalités. Ah, c'est ce que tous les députés qui ont échoué nous disent. Ils disent toujours ça. Mais une chose est sûre, à la CENI, il y a des listes des députés publiés, élus et non élus. Comment ça? Normalement, expliquez-nous un peu plus. J'ai dû avoir un total de 4111 voix. Et je ne suis pas publié. J'en suis fier. Parce que je sais que ni Tete, je ne vais pas entrer dans les détails, je dirais la mauvaise organisation du parti politique dans lequel j'étais. Ça a été un problème de seuil, comme tout le monde le sait. On ne peut pas revenir au passé. Les Français ont dit, ne pensons pas au passé, car de toutes les façons, on ne peut jamais revenir. Mais je peux dire, ça a été une expérience à louer. Donc, votre échec, vous l'attribuez à votre parti politique. Vous n'avez pas atteint le seuil demandé par la CENI, c'est ça? Exactement. Pourquoi? Imaginez-vous dans un parti politique où un candidat arrive à obtenir 4111 voix dans sa circonscription, comme à l'élection provinciale, le calcul des seuils s'est fait au niveau provincial. Et
l'autre candidat après moi arrive à n'obtenir que 500 quelques voix. Comment vous prenez ça? Il y a vraiment un écart. Voilà. C'est pour dire, ça n'a pas été bien organisé d'abord au niveau du parti. Je peux dire, ils ont fait confiance aux gens pour dire, bon, ça a été peut-être le meilleur candidat dans des années, alors que la population n'est pas la même. Les gens évoluent. Les gens voient maintenant des choses d'une autre façon. Vous voyez, les gens voient les choses d'une autre façon. Il y a des gens que j'ai pu citer qui ont été candidats là-bas, des figures emblématiques. Donc, par exemple? Bon, je ne vais pas citer pour éviter des polémiques et tout. D'accord, on comprend. Voilà. Mais ce sont des figures emblématiques parce que comme tout être humain, déjà, oublions la casquette politique, comme tout être humain, quand vous allez aux élections, personnellement, il y a des candidats où vous vous dites, lui est fort. Ah oui. Vous dites, mais ce gars, il est fort. Mais quand vous arrivez sur terrain, vous voyez ses actions et tout, et après publication des résultats, vous avez quoi, le fichier de la CENI, et vous vous dites, eh ben, c'est lui. Donc, vous obtenez un résultat, je dirais, 10 fois mieux que lui. Donc, déjà, cela enseigne. Cela enseigne. Et cela prouve que la population n'est plus la même. Les gens ont évolué. Les gens ont évolué et ils commencent à voir des choses autrement. Et surtout que la population, partout sur l'étendue nationale, les gens avaient besoin de nouvelles figures. Ce qui a été le cas d'une part et qui n'a pas été le cas d'autre part. Alors, on n'entre pas dans le détail. Perso, je dirais, les élections ont été, pour moi, très, très bien passées parce qu'au départ, bien organisées. Voilà ce que je veux dire. D'accord, mais aujourd'hui, après cet échec, je pense que vous êtes un homme fort, vous êtes déjà relevé. Et quelles sont vos perspectives pour les élections à venir, les élections de 2028, si Dieu nous garde encore, si Dieu nous prête vie? Vous serez encore candidat, député provincial, député national ou candidat à la présidence pour la course de la présidence de la République? Déjà, nous sommes chrétiens. Si Dieu nous prête vie, bien sûr, je serai candidat. Je serai candidat, ça c'est affirmatif. Mais je ne saurais pas préciser à quel niveau. Députation nationale, présidence. Je reçois quand même des propositions de part et d'autre. Il y a des gens qui me proposent d'aller au niveau national, vu le nombre de voix obtenues. Parce que il y a des gens qui ont été publiés dans d'autres circonscriptions, mais n'ayant obtenu que 1000 voix. Vous avez obtenu plus de 4000 voix. Plus de 4000 voix. Vous avez des preuves? Et bien sûr. Ah oui. La CENI est là. Il ne suffit pas qu'ils apportent de preuves ici. La CENI est là. Il y a 2 fichiers à la CENI de candidats publiés, élus et non élus. Et la CENI peut tout vous montrer. Et c'est même la preuve pour laquelle je reçois des appels de partis politiques en désordre. Parce que vous avez une grande popularité. Voilà. Et c'est une chose que j'ai toujours voulu dire avant, pour dire avant les élections de 2023. À chaque fois que je descendais dans ma circonscription électorale, qui est la ville de Kananga, les gens me reconnaissaient sous une autre casquette. Alors qu'actuellement, quand j'y vais, les gens me voient et disent, déjà à la radio, hein, ça s'est dit, vous voyez, c'est dans des provinces, les gens s'intéressent plus à la radio qu'à la télévision. Ah oui. Et il y a des gens qui vous disent, non, on a entendu dire à la radio que vous êtes là. On vous appelle pour dire, on a entendu du dur à la radio. Alors, le même journaliste qui publie les messages, personnellement, je ne le connais même pas. On ne s'est pas vu. Mais quand des gens parlent de voix à la radio, sans vous connaître, vous voyez que la popularité parle. Donc, la popularité parle. Donc, c'est pour dire, je suis déjà bien préparé et nous sommes en train d'implanter nos bases petit à petit. Vous allez continuer toujours avec le même parti politique? Vous envisagez changer de camp cette fois-ci? On rappelle que le parti politique dont vous faites partie actuellement, parce que vous êtes toujours membre, c'est ça, non? Bon. C'est un parti politique de l'Union sacrée pour la nation. Bon, je dirais, c'est un parti politique de l'Union sacrée, mais fort malheureusement, je n'aimerais même pas citer les noms. Parce que, bon, c'est pour des raisons personnelles, je n'aimerais pas citer des noms, et surtout, je n'aimerais pas m'étaler dans des histoires de mon parti. Premier dur, actuellement, partout où je passe, je me présente comme
coordonnateur de la dynamique Jean-Ric Kazadi, qui est ma fondation. Et je suis le représentant légal de la structure Rassemblement pour la protection de l'environnement, qui est une structure internationale dont je suis représentant en République démocratique du Congo. Alors, on va y revenir pour parler de cette structure qui lutte pour la protection de l'environnement en République démocratique du Congo. Mais monsieur, Maître Jean-Ric Kazadi Mamba, aujourd'hui, que dites-vous à cette population de Kananga qui ont vu leur histoire s'envoler comme ça? Ils ont voté pour vous plus de 4000 voix. C'est pas une mince affaire. Hein? Ce n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, quel message adresserez-vous à cette population? Déjà, comme la fois dernière, justement, 1 ou 2 journées après publication des résultats, je m'incline et j'ai dit toujours et toujours merci beaucoup à cette population. J'étais une nouvelle figure. Les gens m'ont fait confiance. Ils n'ont pas écouté l'appel des gens qui ont été plus influents et tout. Ils ont suivi le message d'abord d'un jeune conscient, bien sûr. Et ce que je dirais à cette même population, c'est que je reviendrai plus fort qu'avant. Plus fort. Parce que je sais que je ne suis plus seul. J'ai cette population qui me porte. Et donc, je me donnerai comme toujours corps et âme pour rendre fière cette population qui croit en moi et qui a énormément confiance en moi. Je ne vais pas le décevoir. Effectivement. Je reviendrai plus fort encore, plus avant. C'est ça le message que Maître Jean-Ric Kazadi Mamba a lancé à sa base. Donc, nous allons rapidement fermer ce chapitre pour entrer dans le vif de notre discussion d'aujourd'hui. Et donc, messieurs et dames, je vous rappelle que je partage le plateau aujourd'hui avec mon invité très spécial, Maître Jean-Ric Kazadi Mamba, qui est le président de la dynamique Jean-Ric Kazadi Mamba et les hauts représentants de la plateforme internationale Rassemblement pour la protection de l'environnement, RAP en cycle. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le but de notre sujet, Et la première question est très simple. Monsieur Jean-Ric Kazadi Mamba, quelles sont aujourd'hui les urgences sociales et économiques en République démocratique du Congo et pourquoi l'État congolais semble-t-il impuissant et lent à y répondre? Quelles sont les exigences socio-économiques? Les urgences économiques et sociales. Sociales en RDC. En RDC, de nos jours. L'autre fois, je m'y prends par un exemple. L'autre fois, j'ai suivi à l'arrivée du chef de l'État sur place au Kasaï central. Il y a eu un désordre total qui était dû à une réponse répondant à la question de savoir quelles étaient les urgences socio-économiques de la RDC face à la situation actuelle. Une question qui était posée tour à tour au ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya, et au gouverneur du Kasaï central, M. Moïse Kamboulou, que je salue d'ailleurs même de passage. Le ministre qui disait, en RDC, les urgences actuellement, c'est d'abord les sociales, il a cité quelques petits trucs. Et comme le gouverneur, je répète la même chose, actuellement en RDC, tout est urgent. Tout. Donc, pour ne pas spécifier des choses, prenons d'abord un petit exemple. En RDC, il y a toujours une chose qui marche bien d'un coin et qui marche de pur en pur d'un autre coin. Comme quoi, par exemple? Bon, je vais prendre un exemple typique. Prenons le cas de l'électricité. Vous irez, je ne vais pas prendre Gombe parce qu'il y a des gens qui habitent Gombe et qui en souffrent. Ah oui. L'électricité, c'est un problème général. Voilà. Je dirais, prenons Founan. Vous irez à Founan, dont je fais même d'ailleurs partie. Nous avons passé des jours dans l'obscurité. En pleine capitale. Voilà. Et qu'est-ce que je viens de voir? Il me semblerait que les gouvernements chinois venaient de donner sous forme d'un contrat une somme d'environ 27 000 dollars au district de oui, on a vu cela. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que je me dis? On va régler d'un côté pour laisser
un autre côté. Alors que actuellement, nous sommes bien présents en train de voir les enjeux de l'ère, dont notamment l'émission de l'ancien ministre de Finances, qui dit, Maître Nicolas Kazadi. voilà, qui est en train de dire, quand il y a un projet, premièrement, nous sortons premiers pour prendre le cachet et se partager, sortir en jouissance, c'est fini. C'est ce qu'a dénoncé aussi Jean-Marc Aboun Ouagabound. Bon, Là, il est allé jusqu'à qualifier le régime actuel, le régime de jouisseur. Bon, il a fait la même chose, lui, Maître Nicolas. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Quand nous dirons que l'urgence serait spécifiquement les sociales ou quoi d'autre, et que dirons-nous de l'électricité? Que dirons-nous de l'enseignement? Et que dirons-nous de plein d'autres choses qui manquent des formes actuellement? Raison pour laquelle j'ai toujours, et je dirais, l'urgence en RDC, c'est tout, sauf rien. Tout est urgent actuellement. On peut aussi dire que la démission du président de la République est urgente aussi, parce que c'est ce que réclame l'opposition. Vous savez, je ne suis pas de l'opposition, et encore moins de l'Union sacrée, mais je vais dire une chose. Vous avez postulé en tant que candidat de l'Union sacrée. Je suis candidat. Ah oui. Dans le cadre de l'Union sacrée, bien sûr. Qu'est-ce que je vais dire? Vous voyez notre opposition actuelle. Ce sont des gens qui, en vrai, ne sont pas des opposants. Ils sont les fruits des conflits d'intérêts. Comme qui, par exemple, si vous pouvez nous donner un ou deux exemples. À part qu'on a une âme, on sait tous. Non. J'irai en détail. Je vous donne encore un cas un peu récent. Prenons le cas de monsieur Jean-Marc Abound. Jean-Marc qui était, je ne vais pas dire qui était à l'intérieur du régime. Parce qu'à l'intérieur, peut-être, il y a des gens qui sont à l'intérieur, mais qui ne bénéficient pas de tous les avantages. Oh oui. Alors que lui, il était presque le chef de l'État en miniature. Mais que, après avoir s'acquérir de tout ce qu'il a aujourd'hui, il sort et d'un bon matin, il appelle le régime jouisseur. Que dirons-nous si ce régime est jouisseur? C'est-à-dire Jean-Marc lui-même, eux. Mais lui, au moins, il a quitté le navire avant que les choses s'empirent. Bien avant, il n'a pas entendu. Le bon moment de quitter le régime, selon moi, serait avant les élections. Bon, nous dirons peut-être qu'avant les élections, ils ne savaient pas que les gens se comporteront de cette manière. Mais quitter 2018 jusqu'en 2000, je crois 20, il a été incarcéré. 21, 20, 30 ans. Voilà. Et vous me direz que c'est après des années qu'il a dû remarquer. Non. Vous pouvez remarquer un mal en une journée. En une journée, en un mois. Mais il a quand même dû gérer. Et pour moi, je ne dirais pas qu'il ne voyait pas les choses, mais je dirais par contre qu'il profitait d'abord des avantages qui lui étaient attribués. Donc, Maître Jean-Ric Mamba, aujourd'hui, le ministre de Finances, Monsieur Doudou Fomba, ainsi que le gouvernement parlent de mobilisation record de recettes. Mais où va réellement cet argent? Comment se fait-il qu'on parle aujourd'hui de budget historique alors que les hôpitaux sont sans médicaments et les routes sont sans entretien? Il n'y a pratiquement pas de route dans la ville de Kinshasa. Comment expliquez-vous cela? Il y a mobilisation, vous avez dit? Mobilisation record. De recettes record historique. Où voit cet argent? Ouais, c'est la question que l'on se pose. Dieu nous a fait grâce. On a eu ces privilèges de se promener un peu partout à travers le pays. Une fois, j'ai été dans les Congo profonds. Je vous dis, comme par magie, j'ai trouvé une très grande bâche d'un homme politique congolais et aussi proche du chef de l'État qui remerciait les chefs de l'État d'avoir fini l'asphaltage de la route
de la route Kananga, Kalambambouji. Et par là, vous comprendrez qu'il y avait l'argent sorti et remis à ces messieurs, soi-disant conseillers du chef de l'État, et qui, il a entendu dire que les chefs venaient, il a sorti des bâches et les a mises partout. Et d'un bon matin, le chef est arrivé. Voyant cela, qu'est-ce qu'il s'est dit? Le travail est accompli. Ouais. Mais je vous dis, jusqu'à ces jours, c'est comme si on parlait d'un bébé qui ne venait que de naître. Mais est-ce un problème du côté du président de la République de ne pas avoir assez d'informations sur de projets ou de financement? Parce qu'il doit également voir cela, il doit avoir une équipe pour suivre l'évolution. Si vous m'avez bien compris, j'étais en train de dire, c'était l'un des proches du chef de l'État. Un conseiller, par exemple. Effectivement, un conseiller. Donc là, on peut rejoindre Nicolas Kazili pour dire que le président est mal entouré. Donc, avec beaucoup d'assurance, il est mal entouré. Parce qu'il n'est pas le seul à avoir dit cela. Il y a également Chantinou Ngobila qui a dit que le président est très mal entouré. Très mal entouré. Parce que comment vous pouvez faire confiance? Les trésors publics sortent environ 30 quelques millions de dollars, remettre à un individu, conseiller du chef de l'État, qui part, ne fait rien, et puis il affiche des bâches partout sur la ville, remerciant le chef de l'État, et les chefs croient à ces bêtises. Et puis, ici, les gens se demandent, mais où va cet argent? Vous voyez? Dans des poches des individus. Avec toutes les routes délabrées, tous ces hôpitaux sans médicaments. Je vous dis, dans la plupart des cas, quand je m'intéresse dans des situations pareilles liées à la RDC, je n'aime pas trop parler de Kinshasa. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a au moins des gens qui sont à Kinshasa qui vivent au moins 1% bien que ceux qui sont dans des provinces. Vous pensez que c'est pire encore aux provinces qu'à Kinshasa? Pire, c'est quand même mieux. Plus pur. Plus pur. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai croisé dans la province un enfant de 8 ans. Et on a essayé d'en discuter. Il me disait qu'il venait de la mine. Un enfant de 8 ans? Oui, c'est illégal. C'est contre le droit de l'enfant. Il venait de la mine. Et je peux même dire, c'est Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. 8 ans, qui venait de la mine. Et je lui dis, mais que font ces gens réellement? Que font ces gens réellement? Comme ça que c'est une faiblesse de l'État. Il y a l'absence de l'État dans des zones un peu oubliées. Au fin fond du pays, il y a l'absence de l'État. L'État n'existe pratiquement pas. Bon, dire que l'État n'existe pratiquement pas, franchement, c'est faux. Mais vous savez que il y a un système que nous appelons la décentralisation. Mais pourquoi nous parlons de la décentralisation? Il y a des autorités provinciales, voulais-je dire. Mais c'est quoi leur rôle? Est-ce que le chef de l'État est-il censé descendre même dans des provinces pour régler des petites histoires? Mais non. Il a des représentants dans des provinces qui sont des gouverneurs des provinces. Mais voilà pourquoi le porte-parole de l'opposant, Moïse Katumbi, a proposé le fédéralisme comme un système de gouvernance qui pourrait faciliter le développement du pays, même s'il a été fustigé. Bon, c'est déjà quelqu'un de bien, le porte-parole. Olivier Kamita. Oui. Mais personnellement, je ne pense pas que le fédéralisme serait une solution adéquate pour la RDC. Non. Parce que, selon moi, le fédéralisme, c'est une ligne droite vers la balkanisation. Comment ça? Parce que si dans certaines zones, l'État est absent. Non. Absent. Déjà ici, même à Kinshasa, il y a des endroits où il n'y a que des gangs, de Kuluna qui font la loi. L'État n'existe pratiquement pas. Bah oui. Je vous ramène un peu dans la théorie des droits économiques du professeur Taylor Lubanga. Sur le marché public, dans le secteur économique, quand il y a l'insuffisance des solutions, que fait l'État?
c'est à ce moment-là nous allons parler de l'interventionnisme étatique en matière économique. Ah oui. Prenons le cas de, disons, du secteur du transport, des embouteillages et tout. Quand l'État intervient, selon le professeur Taylor, il a dit l'État pouvait intervenir de deux façons, soit comme régulateur, soit comme entrepreneur. Oui. Mais quand il y a insuffisance des solutions, comme dans les cas sous examen, mais l'État doit encore multiplier des efforts. Parce que c'est dans ce genre de situations que nous avons beaucoup plus besoin de l'interventionnisme étatique. Ah oui. Dans tous les domaines. Exactement. Dans tous les domaines de la République. Exactement. Dans le domaine du transport, dans le domaine de l'économie, le taux d'échange. Raison pour laquelle je me dis même que les gens qui sont en train de penser que les conseillers municipaux n'ont pas leur place en RDC, ce sont des malades. Parce que ce sont des mêmes personnes qui se plaignent, disant que l'État est limité dans ses actions, alors que les conseillers municipaux seront quand même un peu plus bas. Vous voyez? Pour palper les réalités sur le terrain. Alors je pense que même si nous avons des informations venant de partout disant que depuis leur accession au pouvoir, ils n'ont jamais été payés. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. À chaque foyer de sites devant la primature. Voilà. Alors si l'État parvenait quand même à s'investir dans ces gens, selon moi, il serait même préférable de supprimer d'autres institutions du pays et privilégier le conseil municipal. Parce qu'ils seront quand même un peu proches de la population. Par contre, il y a même des gens, dont notamment les députés nationaux, qui ne rentrent dans leur population qu'au moment de la propagande. Ah oui, c'est ce qu'on voit. Comment de la propagande? Après 5 ans. Voilà. Alors qu'ils ne savent même pas ce qui se passe sur terrain. Et du coup, ils reviennent avec des mensonges encore bien orchestrés. Avec le polo, le t-shirt et les 2000 francs. La population, bien innocente soit-elle, elle accueille ces gens sans problème. Mais comment la population ne peut pas accueillir ces gens? Une population qui manque des moyens de n'avoir que 2000 francs. Et voir un politicien, menteur qu'il est, venir et lui remettre 10 000 francs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter dessus. Hein. Voilà. Raison pour laquelle, actuellement, nous n'avons plus de fidèles. C'est-à-dire, ce sont des mêmes personnes qui suivent M. Joy que vous êtes, et encore les mêmes personnes qui vont me suivre demain, et les mêmes personnes qui vont suivre une autre personne qui viendra après. Parce que la population fait le calcul et s'est dit, ceux qui n'ont eu 10 000, n'ont eu 5 000. Non, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça. Donc, en quelque sorte, je dirais, ils vivent des paix qu'ils gagnent auprès de politiciens. Donc, voilà. Mais Maître Jean-Ric Kazadi-Mamba, aujourd'hui, quand déjà le ministre de Finances passé, M. Nicolas Kazadi dit qu'il a atteint de montants records de recettes, aujourd'hui aussi, M. le ministre Doudou Fomba dit la même chose et qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui ne marche dans ce pays, ni le salaire de fonctionnaire, ni rien, il n'y a pas de route, mais on se demande, est-ce un manque de volonté, d'expertise, ou c'est fait exprès, c'est une volonté délibérée de maintenir le peuple dans la misère? Avant de répondre à cette question, je vais dire un truc. Je suis libre penseur. Oui. Pourquoi je dis ça? D'une part, il peut mobiliser une somme record, comme il l'a dit. Et avec des gens, cette fois-ci je cite, avec des gens comme des Topin Kabongo, qui ont volé plus de 30 millions à Kananga, avec l'avènement de la route Kananga-Kalambambouji. Et vous vous attendez que ces budgets records aïe, c'est dans des vols. C'est dans les détournements. Voilà. Et ça, c'est d'une part. Comme je dis que je suis libre penseur, je ne suis ni pour l'un pour l'autre, ni pour l'autre. Alors, rentrons un peu en arrière. Prenons la richesse de M. Nicolas Kazadi, allant de 2015, donc disons, depuis toujours jusqu'en 2015. Et comparons cela
allant maintenant de 2018, donc l'accession de l'excellence, monsieur le président, au pouvoir, jusqu'à ces jours. Mais vous verrez que ce budget est multiplié peut-être fois 10. Alors, que dire? D'un côté, le budget record sort et il y a des topins qui volent là-bas. Et d'autre côté, il y a les ministres lui-même qui s'enrichissent. Et à quoi vous vous attendez? Mais c'est là peut aussi arriver via les investissements. Ça, c'est aussi un problème. Le ministre peut investir. Investir. Bon, je sais que c'est à vous les questions, mais je vais dire un truc. Pensez-vous que un député ou bien un ministre français pourrait-il investir pendant 5 ans et avoir une somme de 10 millions de dollars? Bon, ça dépend, hein? Ça dépend de l'investissement, ça dépend du secteur d'investissement. Voilà. Donc, disons, bon, je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez ici au Congo, donc spécialement le cas de monsieur Nicolas Kazadi. 10 millions peut-être, c'est juste estimatif. C'est peu. Je pense qu'il a gagné plus. Plus. Même le 10 000, le 10 millions, 3 fois plus même. Mais on reproche cela aussi à M. Gilles Alinguetti. Bon, j'aimerais dire un truc là-dessus. Mais ce Jules Alinguetti étant l'autorité de référence de l'inspection générale des finances, il avait comme mission d'inspecter et de livrer les détourneurs à la justice. Bon, soyons là. Combien de gens a-t-il livré? Beaucoup, hein? La liste est très longue. Ces personnes sont-elles en prison? Pratiquement non, la plupart des cas non. Alors, il y a une chose là-dessus. Soit ils sont en connivence avec une autorité plus supérieure qu'eux, soit et même dirigent même la justice. Maintenant, selon vous, quelles sont ces autorités plus supérieures que Gilles Alinguetti? Parce que lui, il dépend directement de l'institution président de la République. C'est le président qui nomme l'inspecteur général de l'IGF. Exactement. Exactement. Il ne peut recevoir de l'ordre émanant que du président de la République. Mais oui. Alors, qu'est-ce que je dirais? Monsieur Jules Alinguetti prend des ordres ou bien exécute des ordres venant du président de la République. Mais oui. Et donc, nous savons que le Congo, c'est un pays. Le terme pèse, mais il faut que ça sorte. Un pays corruptible. Hein? Non, il est humain. Il est humain. Parce que de partout, il est même lui-même accusé de détournement. Qui l'a poursuivi? Qui l'a poursuivi? Et au Congo, tellement que tout est permis, ils sont capables de faire des deals. Tu prends, je ne te livre pas. Et je prends, tu ne vas pas me poursuivre. On arrête le poursuite pour un petit décaissement de quelque chose. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On partage les gâteaux. Comme l'a dit Nicolas Kazadi, il y a des choses qu'on préfère négocier en famille. C'est comme j'étais en train de dire. Les 27 millions qui viennent d'arriver pour le compte de la SNEL pour le district de Moamba. Oui. Mais nous ne sommes qu'au mois de mai. Si on en entendra encore parler au mois de juillet. Voyons voir avec la ministre des Affaires étrangères. La danse continue. La ministre des Affaires étrangères, Madame Kaimona, si je ne m'abuse. Ouais, Kaimona Wagner. Donc c'est quelqu'un que j'affectionne déjà beaucoup. Vit son travail louable. Mais vous savez, dans la politique congolaise, il y a toujours des choses qui arrivent et vous dites, on n'a pas le choix. Comme j'étais en train de dire, dans la base, il y a une base. Et vous savez, l'un de mes partenaires me disait une fois, le plus grand poste dans la politique, c'est avoir la confiance du chef. Et qui sait, Madame Kaimona peut avoir un si grand poste comme ça, alors qu'il y a quelqu'un quelque part qui lui a juste la confiance du chef.
Vous voyez où je vais en venir? Ouais, ouais. Donc, c'est désastreux. Mhm. Alors, messieurs et dames, je vous rappelle que je suis avec Maître Jean-Henri Kazadimamba, président de la dynamique Jean-Henri Kazadimamba. Maître Jean-Henri, à ces rythmes, pensez-vous que le peuple congolais peut encore croire en une amélioration sans rupture politique de ce régime? Bon, déjà, premièrement, je vais dire oui. Vous pensez que les choses peuvent encore changer ou s'améliorer Oui. avec ce régime? Exactement, les Français l'ont dit. On ne dit jamais, jamais. Mais c'est déjà dit jamais quand même. Non, on ne sait jamais. Le temps passe. Évidemment. Là, ça reste moins de 3 ans. Pourquoi suis-je en train de dire que la rupture n'est pas la meilleure solution? Pourquoi? Parce que la rupture n'est pas le problème, mais les gens qui veulent la rupture. Les opposants pensent que les opposants ne sont pas prêts pour diriger ce pays. Non. Vous savez, c'est aussi ça le grand problème avec notre pays. Mais un problème au sein de l'opposition. Au Congo, nul n'a jamais été prêt à diriger ce pays. Et c'est aussi l'un des problèmes le plus sérieux auxquels nous faisons face. Parce que quelqu'un sort de nulle part, arrive, dirige et part. Je vous donne un exemple. Prenez votre temps. Croisez 3, 4, 5 politiciens influents. Posez juste une question. Excellence, si aujourd'hui, on vous demande de présenter votre projet de société comme président de la République en 2028, qu'est-ce que vous direz? Ils n'ont pas ça. Vous voyez? Donc, un ministre congolais ne rêve jamais de devenir président de la République un jour. Hein, vous voyez? Il ne rêve jamais. Par contre, un rêve qui dit une chose, que les chefs continuent à être chefs et que je continue à être là où je suis. À s'enrichir. Voilà. Sans rendre compte. Voilà. Parce que nous sommes dans un système semi-présidentiel où il n'y a que le président qui rend le compte. Et pourtant, le gouvernement est oublié. C'est ça même le grand problème. Les gens ne voient que les chefs de l'État. On oublie que les responsabilités sont partagées. C'est la raison pour laquelle je parlais de la décentralisation du pouvoir central. Donc ce n'est pas les chefs de l'État qui fait tout. Pourquoi dans le secteur du sport? Pourquoi il y a un ministre des Sports? Dans le secteur de l'environnement, pourquoi il y a un ministre de l'Environnement? L'urbanisme, la santé, tout. Pourquoi il y a ces ministres? La population, innocente soit-elle, elle s'intéresse toujours au président de la République. Mais il y a un adage qui revient très souvent, qui est très récurrent, qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs. Il n'y a que de mauvais chefs. Voilà. C'est aussi ça le problème. Mais il ne faut pas oublier que, surtout le cas de la RDC, il y a plusieurs histoires qui se passent dans les noirs, d'où le chef de l'État n'est même pas au courant. Ça, nous en sommes certains. Ces choses se passent et lui-même n'est même pas au courant. Et des fois, ça arrive à ses oreilles. Personnellement, il se demande, et comment? C'est comme ça. Mais c'est de la gérance au sommet de l'État. C'est ce qu'on reproche à la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Mais non, le problème, ce n'est pas seulement lui qui doit être reproché. Moi, j'ai toujours dit, c'est toujours son entourage. D'une part, sa responsabilité vient au niveau où comment arrive-t-il à faire le choix de ses conseillers? C'est ça le problème. Je ne vais pas prendre des exemples dans des films, mais c'est quand même important. Vous voyez dans le film, l'extrait tiré du film Jack Bauer, le conseiller est capable de dire au président de la République, soit vous faites ce que je vous dis, soit j'arrête. Je démissionne. Voilà. Et ici au Congo, c'est qui ce conseiller qui peut faire face au président de la République et le dire, Monsieur le Président, soit vous laissez ces gens partir, soit moi j'arrête. C'est qui cette personne qui ne se soucie que de son ventre?
qui ne se soucie que d'obtenir des bourses et d'envoyer ses enfants en Europe. Mais là aussi, nous sommes toujours en train de fustiger le conseil du président de la République. Mais moi, mon père a l'habitude de dire que on ne choisit pas le membre de sa famille, on ne choisit pas ses parents, mais on choisit son entourage. On choisit sa femme. Mais c'est le président de la République lui-même qui choisit ses Raison conseillers. pour laquelle j'étais en train de dire, c'est à ce niveau-là que la responsabilité est sur le chef de l'État. Donc tout cela, Parce que c'est la sur faute du chef de l'État. sur quels critères Choisit-il ses conseillers? C'est ça la question que je Ça pose. me fait rire. Il y a pas longtemps, quelqu'un qui a été gouverneur intérimaire d'une province, qui n'a même pas pu tenir une gouvernance, donc disons à la moyenne de 5 sur 5. Donc disons 5 sur 10. Mais qui venait d'être nommé conseil du chef de l'État? C'est ça le problème. Ce sont des choix de partis politiques, c'est pas ça. C'est Parce qu'il est aussi de la ça- majorité. C'est aussi ça le problème. Les recommandations viennent de partout. Les recommandations viennent de partout. Parce qu'aujourd'hui, on a pour la première fois une femme à la tête du gouvernement, Madame Judith Suminwa, qui était avant ministre de Plan, mais si on doit parler de son bilan dans ce ministère, c'est... Sur ces plans, je me dis toujours, ils ont préféré l'histoire que les actions. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons la femme, la première ministre, pour la toute première fois de l'histoire du pays. Mais c'est une histoire. Oui, oui, c'est une histoire. Et sur terrain, qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a rien. Voilà. Rien de concret. Voilà. Donc nous préférons une histoire à la réalité. Alors que la population ne mangera pas des histoires. La population ne vivra pas des histoires. Nous avons une population sous entente. La population, surtout Kinshasa, les gens attendent la réparation des routes. Oui. Les gens attendent quoi? L'élévation du niveau d'éducation avec les systèmes LMD qui boitillent même. Donc, je me dis toujours, des pays comme Sénégal et tout, ils ont un niveau d'études très supérieur, 5 Très fois, avancé. plus que, Très avancé, très stable aussi. voilà, plus que la RDC. Et nous sommes là, toujours en train de parler des choses à la noix. Des choses à la noix. Et quand vous vous rencontrez les ayants droit, dans leur cachette, et mais c'est des champagnes qui coulent. Ils célèbrent à chaque occasion. Ils célèbrent à chaque occasion. Chaque nomination, c'est une victoire. Voilà. C'est ça le problème de ces pays. On rappelle que lors de son discours devant le 2 chambres réunies au Congrès, le président de la République a promis la construction de 70 km de routes dans la ville de Kinshasa pour cette année 2025. J'espère que nous sommes déjà à 50 km. Rien jusque-là. Voilà. Cette route de Kabambare, c'est 1,6 km. On va la construire pour une durée de 24 mois. 2 ans pour construire une route de 1,6 km. On se demande si pour construire une route de 70 km, cela va prendre combien de temps? C'est la question que l'on se pose. Et quelque chose me vient en esprit. Si pour 6 km, ils ont 12 mois. 1,6 km. 1,6 Ouais, km. Kabambare de Flambeau à 24. Alors, je me demande, pour la population pour laquelle je plaide jour et nuit, la population du Kasaï central, mais je me dis, la route qui est évaluée à plus de 100 quelques kilomètres, il faudra attendre 2030. Mais il faudra attendre quand même le 100e président de la République, parce que c'est avec l'allure où les choses se passent, c'est déplorable. On se demande réellement, est-ce que ces régimes travaillent pour l'intérêt de la population? C'est la question que l'on se pose. Il y a des choses... Vous savez, ces pays est compliqué. Un jour, j'ai croisé quelqu'un qui est expert en matière de guerre et haute sécurité, originaire de la RDC, qui était invité pour former les officiers d'autres agents chinois. Donc en Chine, logés, payés. Donc très bien là.
Et cette même personne, tellement que notre pays fait face à des menaces rwandaises, il s'est dit, si je peux former ici, alors il est préférable que je, j'offre mes services à mon pays, Ouais. et surtout gratuitement. Il est venu, arrivé à Kinshasa, il s'est s'installer à ses frais parce qu'il voulait faire des choses un peu bénévoles. Il a essayé de contacter certaines autorités qui peuvent l'amener au plus haut sommet. Comme ça, il va voir comment organiser des conférences et tout avec des généraux, l'honneur et tout. Mais on l'a demandé une rétrocommission. C'est ça le problème. La Une rétrocommission. rétrocommission. Tellement, vous voyez, les gens qui vivent en Europe, ils ont une mentalité particulière. Oui, oui. Mais il dit, je ne comprends rien. Il dit, mais qu'est-ce que je perds? Donc, j'ai pris mes bagages, je rentre. Il dit gratuitement, je le fais gratuitement. Et ils veulent que je leur donne l'argent. Où est-ce que j'aurai cet argent? Que je prenne l'argent que j'ai gagné grâce à mes efforts, l'héritage de mes enfants, et que je vous leur donne. Voilà les problèmes. C'est ça le problème du Congo, messieurs et dames. Alors, messieurs et dames, chers abonnés, petit à petit, nous tournons vers la fin de cette émission. Maître Jean-Ric Kazadi-Mwamba, aujourd'hui, si vous étiez à la place du citoyen de base congolais, seriez-vous fier du bilan du régime actuel? Fier, non. Je ne serais pas fier. Parce que les bilans, en soi, il est bon. Mais les autorités n'ont pas répondu aux attentes de la population. C'est un fait et il faut l'admettre. Si quelqu'un sort aujourd'hui et nous dit que les bilans est positif, nous dirons que c'est l'ennemi du peuple. Et parce que quelqu'un, dont la personne du chef de l'État, il a fait des efforts louables. Et on l'a vu. Il a fait des efforts louables. Mais tellement que nous sommes libres penseurs, quand quelqu'un agit en mieux pour le peuple, on applaudit. Et étant panafricain et républicain, quand quelqu'un agit et vous vous dites que ça, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple, on condamne. On condamne. Raison pour laquelle nous disons, les bilans en soi, il a été bon. Mais les ententes de la population n'ont pas n'ont été pas été atteintes. Maintenant, selon vous, qu'est-ce que pourrait faire aujourd'hui le régime actuel pour essayer de rattraper ces retards et répondre aux attentes de la population congolaise? Moi, je dirais la seule façon du régime d'être au moins un tout petit peu aux ententes de la population, c'est d'accepter d'aller jusqu'à la fin du mandat, organiser les élections. Et c'est fini. Aller jusqu'à la fin du mandat, organiser les élections et c'est fini. Là, nous allons prendre notre toute dernière question. Maître Jean-Ric Kazadi-Mwamba, en quelques mots, que voulez-vous aujourd'hui dire aux Congolais qui n'y croient plus en ces régimes en place et un message à votre base, votre circonscription dans la province du Kasaï, au Kananga ville précisément? Là, j'aimerais vraiment regarder la caméra parce que j'ai tellement de choses à dire. Premièrement, là, vous avez dit face d'abord à la situation actuelle. La situation actuelle, tout ce qui se passe au pays. Ce que je vais d'abord dire à la population aujourd'hui, c'est que s'il y a des gens à condamner aujourd'hui et à blâmer pour tout ce qui se passe dans ces pays, c'est de loin d'être les politiciens. S'il y a des gens à blâmer, c'est nous les jeunes. La jeunesse congolaise. Voilà. Donc la jeunesse, elle est à blâmer. Pourquoi? Parce que la plupart des jeunes pensent que la jeunesse est l'âge du plaisir. Alors que tel n'est pas le cas. La jeunesse n'est pas l'âge du plaisir. L'âge du plaisir, voulais-je dire. La jeunesse est l'âge décisionnel. C'est à l'âge de la jeunesse que quelqu'un prend sa décision. Soit j'avance, soit
je reste là. Soit je touche les sommets, soit je décide de rester, comme communément appelé à Kinshasa, bah, tu as SOPK. De stagner à un niveau de vie sociale Voilà. très, très basse. La jeunesse, c'est l'âge où quelqu'un s'est dit, parce que déjà à Kinshasa, les gens se disent, ça 50 000 balles. Hein. Donc, pour lui, la jeunesse, il doit d'abord s'enjailler dans des bêtises et à l'âge de 50 ans, Profiter de la vie. profiter de la vie. Non, la jeunesse ne doit pas être comme ça. Donc, nous sommes arrivés à un moment de la vie où la jeunesse doit prendre ses responsabilités. La jeunesse doit éviter de penser que pour se retrouver dans la vie, il faut être derrière un politicien. La jeunesse doit oublier que pour la réussite de ces pays, il faut qu'un politicien dise un mot. Non. La jeunesse doit mettre en tête que pour l'avancement de ces pays, les jeunes doivent se tenir debout, se mettre main dans la main et avancer. Donc nous avons besoin d'une jeunesse révoltée. Une jeunesse consciente. Une jeunesse consciente. Une jeunesse comme a été l'exemple de Mary Patrice Lumumba, de Sankara Dekunta, Ibrahim Traoré, le président, le président sénégalais aussi. Faye. Le président Faye. Donc, une jeunesse qui, ce n'est pas seulement les dialogues qui comptent. Une jeunesse qui s'est dit, une jeunesse qui s'est dit, parce qu'actuellement, il y a des gens qui, ils disent, moi j'ai pris et mon tournoi a dit ma ministre, les amis de. Voilà. Les amis de Maître Doudou Famba, les amis de Maman Juliette Soumina, c'est comme ça. Ce n'est pas ça le rôle de la jeunesse. Par contre, le rôle de la jeunesse, c'est de prendre les choses en main. C'est de prendre les choses en main. Les jeunes doivent prendre des choses en main. Les jeunes doivent sortir dans la rue, réclamer. Quand je dis les jeunes doivent réclamer, je ne demande pas aux jeunes de réclamer au nom d'un parti politique. Parce que la jeunesse en soi, c'est déjà une plateforme. De réclamer pour leur propre compte. Voilà. Sortez, allez devant le ministère de la Jeunesse et réclamez. Donc, vous ne réclamez pas au nom de l'UDPS, au nom du PPRD, au nom de l'FCC, au nom de tel ou tel autre parti. Non. Réclamons au nom de la jeunesse. Vous voyez? Réclamons au nom de la jeunesse. Dites, nous voulons une place. Nous voulons que la jeunesse occupe une place clé dans toutes les institutions du pays. Et quand nous parlons de la jeunesse, nous ne parlons pas des influenceurs. Parce que quelqu'un se réveille un matin et il est sur TikTok et puis il se dit, bon, je suis influent, je suis jeune et tout. Non. Nous ne parlons. Il est vrai que les apparences sont des fois trompeuses. Mais la jeunesse doit se prendre en charge. La jeunesse doit se prendre en charge. Pas une jeunesse qui tend toujours la main. Non. Une jeunesse qui doit avoir une main ferme. Qui doit avoir une main ferme. Prenons l'exemple de l'ancien Premier ministre Emery Patrice Lumumba. Jeune. Mais partout où il s'était né, tout le monde avait perdu lui. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il était Premier ministre. C'est son esprit révolutionnaire. C'est l'esprit panafricain, du caractère. Donc, l'âge de la jeunesse est résumé à un état d'esprit. Donc, la jeunesse n'est pas seulement l'âge. Je vais dire, la jeunesse, c'est un état d'esprit. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Mon entourage, les gens avec qui je me déplace beaucoup, ma base à Kanangaïto, je leur ai toujours dit, nos actes d'aujourd'hui seront nos résultats de demain. Ah oui. Pourquoi? Ne me suivez pas pour que je vous donne les transports après. Mais par contre, accompagnez-moi dans ma vision pour que quand l'on réussira, que les gens disent qu'il était accompagné de tel. Vous voyez? Ah oui. Qu'il était accompagné de tel. Et ça sera implicite, non pas seulement pour eux, mais pour des générations futures. Parce que
je lis les professeurs Osei Ndioko. Il le disait, le Congo, c'est un mystère. Et ce mystère est reposé sur quoi? Sur la jeunesse. Le mystère est reposé sur la jeunesse. La jeunesse doit éviter d'être toujours dans des histoires inutiles. Comme on est en train de le dire, les jeunes doivent comprendre que la jeunesse n'est pas l'âge du plaisir. Il est temps que les jeunes se mettent ensemble et debout. Il est temps que les jeunes prennent leurs responsabilités. Pourquoi? Nous ne parlons pas de la prise de responsabilité de la jeunesse en étant derrière les politiciens. Non. Ta bouche. D'où vous verrez les abeilles numériques, d'où vous verrez une structure de soutien à monsieur tel. Non. Il est vrai que les jeunes peuvent réclamer sur des réseaux sociaux, sur des plateformes bien plus. Mais toi aussi, tu vas allons sur les réseaux sociaux. Tu vas faire Allons sur des réseaux sociaux avec des structures comme la représentation des jeunes congolais, la jeunesse républicaine, la jeunesse révolutionnaire. C'est ce genre de jeunesse dont nous avons besoin. Donc nous, les jeunes, nous avons notre part de responsabilité dans tout ce qui arrive dans ces pays. Nous, jeunes, nous avons notre part de responsabilité due à des violences qui se font à l'est de notre pays. Parce que nous, jeunes, nous avons notre place. Nous avons un mot à dire. Mais quand nous avons une jeunesse qui ne sait pas réclamer, ou bien pour dire une jeunesse qui ne réclame presque jamais, mais où va ce monde? Où va ce monde? La jeunesse doit apprendre à réclamer. La jeunesse doit apprendre à dire non quand c'est mal. Et comment cette jeunesse peut apprendre à faire cela? Quand elle est toujours sous une voix. C'est-à-dire, quand elle est toujours derrière un homme politique. Raison pour laquelle, plus vous êtes derrière un homme politique, plus les intelligents d'hier sont devenus des idiots d'aujourd'hui. Pourquoi? Rempli de potentialités, un jeune se retrouve dans l'obligation de se soumettre aux propos d'un homme politique qu'il soutient. Non seulement parce qu'il le veut, mais parce qu'il a pris l'engagement de soutenir ces politiciens. Alors les jeunes doivent comprendre que l'idéal n'est pas d'être derrière un politique, mais l'idéal c'est de réclamer au nom d'une structure, et cette structure qui est la jeunesse. Cette structure qui est la jeunesse. Donc nous jeunes, nous avons notre part de responsabilité dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Et beaucoup plus. Les jeunes ne sont pas appelés toujours à des structures genre les jeunes Katangé, les jeunes Kanangé. L'ère n'est pas au tribalisme. L'ère n'est pas à la division. Et l'ère n'est pas à la trahison. Nous avons besoin de la jeunesse révolutionnée, de la jeunesse purement républicaine, des jeunes qui tirent leurs origines de Sankara de Kunta, de Mary Patrice Lumumba, d'Ibrahim Traoré. Donc les jeunes qui, leur seule devise serait la patrie ou la mort. Jeunes, il est temps. N'attendons pas seulement qu'un homme politique vienne et qu'il nous pousse vers l'avant. Mais il est temps que les jeunes dépassent leurs limites et qu'ils prennent leur ascension pour l'avenir. Car si les Congo se retrouvent dans une situation pareille aujourd'hui, si le Congo est sans escalier, si le Congo ne peut pas avancer normalement, et si, de part et d'autre, nous ne faisons que blâmer les politiciens, le chef de l'État est bien plus. Moi, étant que jeune, bien sûr, je dirais, tout ça repose sur nos épaules. Nous avons dit. L'avenir de la République démocratique du Congo repose sur la jeunesse. Et cette jeunesse ne doit pas seulement rester sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Cette jeunesse doit être éveillée, consciente pour assurer l'avenir de ces pays. C'était donc ça, le dernier mot de maître Jean-Ric Kazadi-Mamba, que je rappelle qu'il est le président de la dynamique. Jean-Ric Kazadi-Mamba est le haut représentant
légal de la plateforme internationale Rassemblement pour la protection de l'environnement, RAP en cycle. Donc, c'est ici que l'édition de ce jour prend fin. Je vous annonce déjà le sujet pour la prochaine édition. On va parler de la cohésion et de l'unité nationale après les consultations nationales en vue d'un gouvernement d'union nationale. Et je vais recevoir pour vous Maître Jordan Biya pour essayer de parler, de développer ces sujets. Donc, par rapport à l'édition d'aujourd'hui, je vous dis merci à tous nos abonnés, merci à nos partenaires. Je vois la boutique Un Empire boutique de Madame Dorcas Malouka, l'ONG APV, nos partenaires que nous finançons, qui font en sorte que tout se passe bien dans ces émissions. Donc là, je vais demander à M. Jean-Rick Kazadi si vous avez déjà à remercier votre population, votre base dans la province de Kananga, votre dernier mot pour clôturer cette émission. Bien sûr, tout droit, je vais remercier quelques personnes bien conscientes, hein, qui sont vieux d'âge, mais jeunes de mental. Dans ma population, bien évidemment, dans ma base, j'ai droit adresser mes salutations les plus respectueux à messieurs Maître Walter Mopidia, le général José Narcisse Congolo. Je vais aussi droit saluer Madame Germaine Ngaloula. Et affectueusement, je salue les représentants de ma fondation bien à Kananga, le pasteur Gérard Mwamba. Je tiens bien encore à saluer toute la population du Kasaï central qui m'a toujours soutenu. Et sans particularité, je salue toute personne qui nous suivra. Bien, je tiens sincèrement à vous remercier de nous avoir invités sur ce précieux plateau. Et bien, je confirme que nous reviendrons et avec des sujets plus pertinents. Nous reviendrons, messieurs et dames, avec le sujet plus pertinent, plus percutant. On va parler beaucoup plus surtout de la jeunesse, vu que le développement et l'avenir de ce pays reposent sur cette jeunesse. Quant à moi, je vous dis merci. Restez fidèles sur votre chaîne RDC 360. D'ici là, portez-vous bien. Très belle journée à toutes et à tous. Merci. Merci.